Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez bien depuis hier et finalement que les températures en ce moment ne vous assassinent pas trop. En tout cas pour ce qui est de Dev Café, eh bien c'est toujours là pour vous apporter sur un plateau les dernières infos autour du développement. Alors bon, certes on est en été et ça ralentit un tout petit peu, mais bon il y a largement de quoi vous faire un résumé de 10 minutes. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que depuis quelques temps j'ai un peu chamboulé l'ordre des sujets, et bien finalement aujourd'hui on va continuer dans cette lancée. Et dans un premier temps, on verra des infos plus généralistes comme par exemple le moteur de recherche Brave qui ne fait finalement rien de brave avec les données ou encore de plusieurs sujets sur Android et là ce sera un peu sur les deux parties. Et bon, je vous en dis pas plus histoire de garder un tout petit peu le suspense, mais bon en fait dans les faits il vous suffit juste de voir dans la barre de progression. Et bon, juste avant tout ça, aujourd'hui on est le mardi 18 juillet et c'est très exactement un 18 juillet 1968 que le fabricant Intel a été créé. C'était en Californie par trois ingénieurs dont un très certain Gordon Moore qui est très connu pour finalement la fameuse loi du même nom, et je vais pas vous faire tout un historique de ce qui s'est passé en 55 ans, mais leur premier processeur s'était appelé le 4004. Mais malgré tout, ils n'ont pas toujours réussi comme finalement le virage du mobile avec l'architecture ARM, mais bon, avec 8 millions de dollars de bénéfices nets en 2022, comme on dit, il y a pire. Bon voilà, là maintenant je viens de terminer et normalement il faut que j'essaye de faire une transition pour la suite, mais bon voilà, simplement on va dire qu'on va passer aux actus. Pour commencer, une petite info pour vous montrer que les brevets sont certes une excellente idée pour protéger les innovations, mais c'est aussi un énorme frein. Par exemple, la marque Oppo est plus ou moins obligée de quitter l'Europe car elle n'a pas pu bien renégocier avec Nokia ses brevets. Et dans un court article que j'ai trouvé sur un site chinois, on découvre les tarifs que Huawei demande car en matière de téléphonie, ils ont un portefeuille de brevets assez fourni. Par exemple, pour ce qui est des licences 4 ou 5G, le coût serait de 1,5 à 2,5 $ par modèle et pour du Wi-Fi 6, il faudrait rajouter 50 centimes. D'ailleurs, Huawei a annoncé avoir signé 200 contrats, ce qui lui a apporté 560 millions de dollars rien qu'en 2022. Et vous voyez donc que Huawei a beau être dénigré par les États-Unis, malgré tout, les brevets restent les brevets et c'est une sorte d'argent gagné facilement. Bon après, je dis ça, mais bien sûr, il ne faut pas négliger les coûts en termes de R&D, car selon les cas, ça peut quand même être élevé. Voilà, je vais pas vous faire une dissertation sur faut-il des brevets ou non, mais je pensais intéressant de vous citer le coût que peut représenter ce genre de licence, que ce soit finalement sur un téléphone haut de gamme, mais aussi sur de l'entrée de gamme, car généralement ce sont des coûts fixes. On poursuit dans le monde du mobile et plus particulièrement sur le Google Play, et dans l'ensemble je vais pas vous chercher les stats précises, mais bon grosso modo au niveau mondial, Android a une part de marché comprise entre 70 et 75%, et Apple se partage le reste pour vraiment la faire simple. Mais autant Google était prêt à tout au début pour faire décoller Android, et j'entends par là que l'Android Market était très ouvert sur les applications, et en gros c'était open bar, mais plus le temps a avancé, plus les limitations se sont multipliées, jusqu'à la situation d'aujourd'hui avec une vérification manuelle qui finalement n'est pas si éloignée que ça de l'App Store. Et toutes ces règles ont eu un impact non négligeable sur le nombre d'applications, et en effet selon des données d'AppBrain, en 2020 on était presque à 3 millions, mais petit à petit on est passé à 2,7 en 2021, puis 2,64 en 2022, et pour être finalement en juin de cette année autour des 2,59 millions. Ça fait donc des centaines de milliers d'applications qui ont disparu, alors certes il y a un grand nombre de malware dans le lot, mais avec la politique du Target SDK et du Main SDK qui force les vieilles applications à ne plus être téléchargeables, forcément toutes les startups qui n'existent plus ou les projets qui ont abandonné, et bien forcément tout ça a disparu. Mais bon là je vous ai donné les chiffres que côté Google Play, mais sur l'App Store on va dire que la tendance est aussi à la baisse de manière générale pour à peu près les mêmes causes. A noter aussi que la période où il fallait impérativement sortir son appli mobile est aussi un peu révolue, et finalement dans cette histoire, il y a vraiment rien qui a pris le relais car ce sont pas les montres connectées, ni la VR, ni les NFT qui nous ont fait tout racheter comme le dirait l'expression. On poursuit et je vais vous présenter une faille sur Android qui est aujourd'hui d'une simplicité déconcertante à mettre en œuvre. L'idée est de ne surtout pas passer par le Google Play, mais par un mécanisme qui est tout autant légitime, et c'est-à-dire les Web APK. Alors si vous connaissez pas, c'est tout simplement la forme que prennent les Progressive Web Apps une fois installés sur un téléphone Android. Et dans l'idée, c'est ultra simple de faire des applications malveillantes, et vous avez ici un bon exemple. En gros, vous envoyez un SMS à un utilisateur qui ouvre un site web, à ce moment-là, on lui propose d'installer la PWA, et l'utilisateur accepte, pensant que par exemple c'est sa banque. Et l'avantage des PWA, c'est qu'elles sont certes installées, mais en plus elles arrivent généralement directement sur le bureau. Là-dessus, il suffit de faire une belle application aux couleurs d'une banque pour récupérer les ID et ni vu ni connu, ça va passer. Alors très clairement, je caricature car Google a son mécanisme pour valider qu'un site est bien légitime, mais tant qu'il n'est pas déclaré en tant que tel, vous voyez qu'on peut très facilement contourner le Google Play et c'est vraiment une faille béante.
D'ailleurs, je me demande si maintenant qu'iOS a ouvert les vannes de ce côté pour les PWA, est-ce que ce type de malware ne va pas aussi augmenter à vitesse grand V? J'aurais tendance à dire que oui. Bon, là-dessus, je pense que vous n'avez pas besoin d'un conseil, mais surtout, essayez de bien faire passer le message autour de vous, autour de ces Web APK. Ensuite, je vais vous parler de Brave, non pas le navigateur, mais bien le moteur de recherche. Et dans l'idée, je suis tombé sur un article dont le fond est super intéressant, mais par contre, c'est vraiment écrit façon ado qui veut faire du putaclic, alors je vais juste essayer de vous extraire les petites infos intéressantes. Et l'assertion initiale, c'est que pour Bard, Google se sert forcément de l'immense catalogue que le robot ont indexé par la partie moteur de recherche. Mais quand on n'est pas Google, que peut-on faire quand on n'a pas cet index à disposition? Eh bien, Brave propose deux API qui sont particulièrement pensées pour l'entraînement des IA. Et plus précisément, une s'appelle Data for AI et sert uniquement pour l'inférence, c'est-à-dire pour aider la logique derrière les IA. Et une seconde, Data with Storage Rights, où l'IA peut bien stocker ses informations et les redonner comme réponse. C'est donc pour ça que les prix sont très différents entre les deux. Et si on ouvre le capot, l'idée de ces deux API, c'est en gros de donner en entrée une recherche, et vous avez en sortie ce qu'on appelle les snippets. Vous savez, ce sont les petits extraits qu'on voit généralement apparaître avant les résultats. Mais chez Google, ces extraits sont généralement en dessous de 50 mots, et ils créditent bien la source de l'information, car finalement c'est un peu du pillage de données. Mais dans les fameuses API de Brave, les snippets sont beaucoup plus gros et peuvent aller jusqu'à 250 mots, mais surtout, il n'y a aucune attribution. Alors si je reprends de zéro, ça veut donc dire que potentiellement tout ce qui est indexé par Brave peut servir de base d'entraînement et on s'en contrefout de la licence qui est derrière le contenu. Alors on pourrait dire que via le robot.txt on pourrait bloquer les robots de Brave, mais finalement il reste assez flou et il n'indique pas précisément comment éviter que le robot n'indexe des pages. Donc finalement on se plaint par exemple qu'OpenAI vienne piller du contenu sans autorisation, mais vous voyez que c'est pas nécessairement eux qui sont fautifs, car des API comme Brave qui sont intermédiaires profitent de la situation et se moquent éperdument des aspects légaux. Alors d'une manière générale, je pense qu'il y aura une suite à cet article car vraiment il est assez mal écrit et je pense que Brave voudra une sorte de droit de réponse, mais en l'état, les données fournies par Brave sont vraiment une honte. Bon, eh bien entre les Web APK et Brave, on ne vit pas forcément dans un monde merveilleux, mais bon, malgré tout, les actus en bref sont un peu plus positives et j'ai même de quoi vous faire dépenser votre argent, bon, inutilement par contre. Apple nous a fourni un changelog très conséquent pour iOS 17, mais parfois certaines fonctionnalités ne sont pas listées. En l'occurrence, un utilisateur a trouvé qu'en faisant une recherche, le système était désormais capable de faire de la recherche visuelle dans les vidéos. Et c'est notamment le cas ici avec le mot-clé chien. Toujours sur iOS, mais c'était plutôt du temps d'iPhone OS 1.0 en 2006 où un ancien ingénieur a publié une photo du clavier virtuel lors de son élaboration. On peut y voir un layout très différent et même des tons de couleurs. Vous noterez aussi que le bouton s'appelle menu, mais tout ça n'est pas arrivé dans le produit final. On change radicalement de sujet pour revenir en France et voir le top 10 des ESN ou entreprises de services du numérique en version longue. On peut y voir que le podium est constitué de Capgemini, Sopra Steria puis Accenture. D'ailleurs en 2022, quasiment toutes sont en augmentation de chiffre d'affaires. Et en parlant de chiffre d'affaires, Let's Encrypt était fier d'annoncer ce dimanche que plus de 3 millions de certificats étaient créés sur une seule journée. C'est donc un record qui représente tout de même 34 certificats générés par seconde. On change à nouveau radicalement de sujet pour se tourner vers la polémique autour de la distribution Linux RHEL et de sa distribution des sources. Et en effet, on attendait une position de CentOS et pour le coup, c'est tout de même assez cryptique. Dans un article intitulé Open to All, on y apprend que depuis quelques semaines, le conseil d'administration et la communauté travaillent sur des guidelines pour définir ce que signifie le succès pour CentOS et ses livrables. Et enfin, chez Microsoft, on a le sens du merchandising. C'est ainsi qu'après avoir sorti un frigo en forme de Xbox, et bien voici qu'un modèle Minecraft est disponible aux États-Unis chez Walmart. Vendu pour 98$, il peut accueillir jusqu'à 12 canettes et même s'illuminer. Et c'est donc ce qu'on appelle un inutile, donc indispensable. Et voilà, on reprend, et après ces actus généralistes où finalement on n'a pas vu une seule ligne de code, je vous propose qu'on se rattrape tout de suite. Et tout d'abord, c'est du code, mais en vidéo, car au mois de juin, il y avait 2 conférences à Paris, l'une sur React Native et l'autre sur Flutter. Eh bien, les organisateurs viennent de mettre tout ça en ligne et je vous ai mis tout ça dans le petit i. Sinon, vous pouvez faire très simple et tout simplement suivre la chaîne qui s'appelle Tech Connection. Et sans transition, on enchaîne avec les actus côté Android et si vous aimez faire de belles animations, vous pouvez passer par l'outil. Et à ce titre, la version 6.1 vient tout juste de sortir et je vous passe les corrections de bugs. Mais d'une manière générale, pour afficher des animations, il y a 2 grandes phases, un update et un draw. Et dans la partie update, l'idée c'est que pour chaque frame, on calcule les potentiels éléments qui ont changé pour les dessiner ensuite. Et sur Android, jusqu'à présent, ces 2 phases, elles se font dans le thread principal et il faut être particulièrement précautionneux car entre chaque frame, il faut arriver à tout faire entrer.
Mais l'idée de la version 6.1, c'est qu'il va être possible de faire des async updates pour faire tous les calculs du update de manière séparée pour alléger au maximum le thread principal. D'ailleurs, vous voyez bien la différence entre les deux implémentations sur le graphique, et dans l'idée, si vous utilisez l'outil sur Android, je ne peux que vous encourager à basculer dessus, car très clairement, il ne faut pas avoir fait Bac+15 pour comprendre les avantages de cette méthode, mais bon, malgré tout, testez bien avant de le mettre en prod, car il qualifie encore ces nouvelles API d'expérimentales. On passe maintenant à Google Maps, mais côté API JavaScript, puisqu'ils ont annoncé la semaine dernière ce qu'ils appellent des Cloud-Based Map Styling. En gros, vous avez déjà la possibilité de modifier les fonds des cartes, mais ici, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités à disposition. Par exemple, sur un POI de cinéma, vous allez pouvoir choisir sa couleur, sa visibilité ou encore la grosseur du trait, et l'idée c'est que vous allez appliquer ça sur plus de 100 POI, c'est-à-dire bien plus qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de modifier de manière plus fine les différentes couleurs utilisées par exemple pour le relief. Bon, par contre, même si la génération de style marche aussi avec le SDK mobile, ici l'expérimentation elle se limite pour le moment uniquement aux API JavaScript. Et on va terminer par encore une info sur Android et plus particulièrement sur Android 14. Et dans l'idée, Google a bien senti que les App Store tiers allaient être forcés et plein d'API ont été ajoutés. Et parmi les nombreuses à disposition, lors d'une installation, un store peut dire qu'il est le seul à pouvoir mettre à jour une appli. En gros, si je vous explique, vous téléchargez une appli sur le Google Play et en même temps vous avez par exemple F-Droid d'installer sur votre téléphone qui pour rappel est un App Store tiers qui est basé sur des applis open source. Et imaginons qu'une nouvelle version soit disponible, mais uniquement sur F-Droid. Eh bien, en toute logique, on voudrait la mettre à jour, sauf que le Google Play peut empêcher ça et dire qu'il est le seul à avoir la main sur le cycle d'installation. Et notre ami Michal a essayé ce cas de figure, et côté Google Play, ce blocage ne semble concerner que les applications Google pour le moment. Mais dans le cas où on voudrait par exemple mettre à jour Gmail, on a cette pop-up qui apparaît si on fait du sideloading, c'est-à-dire une installation à la main. Et le petit dommage, c'est qu'il n'a pas testé en se faisant passer par un store. En gros, la question serait de savoir si F-Droid pourrait forcer l'installation, ou finalement, est-ce que c'est niet. Bon, malgré tout, l'info c'est que même si un store s'approprie entre guillemets une installation, on pourra toujours forcer le sideloading. Et voilà, c'était tout pour cet épisode de Dev Café, et même en plein été, même si l'actu ralentit un peu, vous voyez qu'on a toujours notre lot quotidien de Facepalm. Bon, n'empêche, je vais prendre le positif, et n'hésitez pas par exemple à me dire si le frigo Minecraft ça vous intéresse. Bon, parce que moi je dois vous avouer que j'ai craqué pour celui en forme de Xbox. Bon, il est là mais je crois que vous le voyez pas en fait. Allez, avant de se quitter, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à faire le like, l'abonnement et tous ces trucs-là. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, que ce soit au travail, au bord de la piscine en train de siroter un mojito. Et forcément, on se donne un rendez-vous demain vu que Dev Café c'est une quotidienne. Allez, belle journée à toutes et tous.